Bienvenue à l'École des entrepreneurs du Québec. Bonjour à ceux qui nous suivent en web diffusion. Comme je disais dans les autres conférences, on a le lancement du campus de l'Outaouais qui va se passer aujourd'hui même. Et pour le campus de la Mauricie du Bas-Saint-Laurent, ça va se faire en janvier 2019. On a aussi beaucoup d'espaces de coworking qui nous suivent en direct, donc j'en profite pour les saluer. Mon nom, c'est Jean-Benoît Aubé. Je suis l'un des directeurs de l'École des entrepreneurs. Pour ceux qui veulent partager des éléments de la conversation d'aujourd'hui de nos panélistes, il y a deux mots-clés que vous pouvez utiliser. Le premier, c'est mot-clic, ou en anglais, c'est hashtag EEQ. Et le deuxième, c'est hashtag, ou le mot-clic en français, SMEMTL. SME, c'est pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Au niveau d'une petite annonce, c'est l'École des entrepreneurs qui organise le niveau régional du défi Ose entreprendre. La date à retenir pour au niveau des inscriptions, c'est le 12 mars à 16 h. Donc, ça, c'est la date limite. On vous invite à fournir vos documents avant cette date-là, si possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concours qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des nouveaux entrepreneurs en leur offrant une certaine validation de leur projet. En fait, quand les entrepreneurs soumettent, ils doivent passer devant un comité, ils vont se faire challenger. Donc, ça peut vous permettre de valider votre projet, d'agrandir votre réseau de contacts et d'avoir la chance de se mériter une des nombreuses bourses qu'il va avoir. Par catégorie, on parle de 2 500 $ en bourse par catégorie. Pour avoir tous les détails de ce défi-là, on vous invite à aller voir le site web oseentreprendre.québec. Pour ceux qui ne s'en rappelleront pas, là, faites juste taper « Défi aux entreprendre » et vous allez avoir le lien. Pour poser des questions, pour ceux qui sont en web diffusion, faites juste aller voir en bas de la fenêtre où vous voyez nos panélistes. Il y a un bouton pour poser des questions. On vous invite à le faire. À la fin, il va y avoir une interaction. Et pour savoir les autres événements, parce qu'il reste encore 2 jours d'activité pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, on vous invite sur notre site web equebec.com/SME. Encore là, SME pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Avant de débuter, j'en profite pour remercier nos commanditaires de l'événement, donc le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, la firme Novalex qui viennent de parler, ainsi que l'agence de web diffusion qui nous permettent d'être à travers le Québec grâce à eux. Aujourd'hui, le panel de discussion, on va le diviser en 3 parties. Il va y avoir toute la démarche entrepreneuriale de nos panélistes. Très curieux de savoir là, comment ça a été quoi leur vision pour se lancer dans ce domaine. Il va y avoir les mythes et réalités du marché du cannabis ainsi que les opportunités des entrepreneurs du Québec. Pour vous présenter nos panélistes, je vais commencer par Véronique Lettre, qui a publié les romans Plus fou que ça, tu meurs, qui raconte ses 2 cancers. Véronique est maintenant consommatrice de cannabis sur ordonnance pour des raisons médicales. Depuis janvier 2018, elle est copropriétaire de Nature Médic, une clinique de cannabis thérapeutique à Magog. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, Jean-Philippe Turgeon travaille depuis 25 ans au développement et à la gestion et la mise en marché de projets cinétiques, télévisuels et événementiels. Cette expérience s'étend de la gestion d'artistes de renom à la production de spectacles sur scène, d'émissions de télé, de films publicitaires, de projets multimédia d'envergure et d'événements majeurs. Et il est le fondateur d'Expo Cannabis de Montréal qui a eu lieu à la place Bonaventure, je crois, les 3 et 4 octobre. Il est aussi vice-président de Nature Médic. Notre prochain panéliste, Yann Dignard, a débuté dans le domaine horticole en 2002 en créant son entreprise manufacturière de fertilisants, les produits jurassiques. En 2013, il a fondé l'entreprise Agrobiotech. Il est le concepteur du site de production de cannabis qui a reçu une licence de production le 12 janvier 2018. Je crois que c'est dans les 9 licences qui ont été émises au Québec. La 5e licence du Québec. Donc, la 5e licence du Québec, pour ensuite vendre son entreprise à Emerald Head. Monsieur Dignard est resté en poste comme président de l'entreprise pour coordonner les opérations d'agroalimentaire. Donc, c'est notre panel d'aujourd'hui. Ma première question que j'aimerais savoir, ça a été quoi la vision de l'opportunité que vous avez eue pour décider de vous lancer en affaires? Oui, en fait, comme tu l'as dit, c'est ça. Moi, j'étais déjà une consommatrice de cannabis à des fins médicales.
Et quand il y a eu, pour ceux qui ont suivi un petit peu ça, il y a eu une consultation publique sur l'encadrement du cannabis qui a été faite par la ministre. Elle a visité les régions et je suis allée présenter un mémoire devant elle. J'étais la seule pro-cannabis dans la salle. Alors, ça a comme réveillé les journalistes qui se sont intéressés à mon histoire. Puis je me suis retrouvée dans les médias jusqu'à finir au studio de Denis Lévesque le soir. Puis, le lendemain, j'ai eu un tsunami de gens qui m'ont approché, qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, qui m'écrivaient sur Facebook parce qu'ils voulaient avoir accès au cannabis thérapeutique. Alors, j'ai organisé une conférence dans ma région en me disant, bon, ben, je vais donner l'information à un plus large public, en me disant que ça répondrait à la demande, mais finalement, la conférence, il y a eu 100 personnes qui se sont présentées, puis ça a généré encore plus de demandes. Alors là, je me suis dit, OK, bien, la seule façon d'aider ces gens-là, c'est d'ouvrir une clinique, parce que les gens qui veulent du cannabis thérapeutique, ils ont souvent pas de médecin qui en prescrivent, puis ils savent pas où aller frapper. Alors, c'est un peu comme ça que l'idée m'est comme apparue. Je me suis dit, bien, si je veux faire une différence, si je veux aider ces gens-là, bien, il faut que je parte d'une clinique. Fait que ça a été ça le déclencheur. Excellent, merci. Bien, pour ma part, moi, en 2002, bien, j'ai fondé une compagnie d'engrais. Moi, mon background est beaucoup d'administration, donc puis j'avais une passion aussi pour l'horticulture. Donc, j'ai fondé mon entreprise, Les Produits Jurassiques, en 2002. En 2012, j'ai des amis, des gens de ma famille qui ont commencé à aller chercher des prescriptions pour consommer de la marijuana à des fins médicales. Donc, en 2013, quand le gouvernement a décidé d'ouvrir le projet de licence de producteur, bien, pour moi, c'est une suite logique de postuler pour devenir un producteur. On a reçu notre licence en janvier 2018. Ça a été un processus qui a été quand même assez long au niveau demande de production. Parallèlement à ça, on a aussi les gens de chez Emerald qui, eux, en même temps, en 2013, un groupe de médecins américains et de professionnels des sciences de la santé ont écouté des documentaires sur les bienfaits du cannabis avec les enfants pris d'épilepsie. Et eux, en même temps, parallèlement, ont décidé de s'investir dans ce domaine-là. Donc, les gens d'Emerald et notre mentalité se rejoignaient beaucoup au niveau production à des fins médicales, beaucoup plus à des fins médicales que récréatives. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai eu dans les 5 dernières années, ainsi qu'avec mon entreprise des produits jurassiques, fertilisants spécialisés dans l'horticulture hydroponique. Donc, grosso modo, c'est un peu notre background à ce niveau-là. Repose-moi la question exactement comme tu l'as dit. Ouais. Je m'en souviens, Oui. parce que je veux y répondre. C'est que ça a été quoi votre vision au niveau de l'opportunité? Ça a été quoi le moment où vous avez pris la décision de dire oui, je me lance en affaires? Donc, pas nécessairement cannabis, parce que ça fait un bout de temps. Si possible, cannabis, mais vous pouvez aller plus large. Mais moi, je suis un gestionnaire qui a travaillé pour des propriétaires d'entreprises. Je n'étais pas entrepreneur moi-même. C'est en 2015 que j'ai eu l'appel de l'entrepreneuriat. Et ce qui a fait, la vision qui a fait que j'ai sauté, en fait, c'est le désir de... j'ai toujours été le bras droit d'entrepreneur et j'avais mes propres idées. Puis souvent, en tant qu'entrepreneur soi-même, si on travaille avec d'autres entrepreneurs, on peut se buter à certaines idées ou certaines choses. Donc, j'ai décidé, à un certain moment de ma vie, de me lancer moi-même en affaires pour prendre mes propres décisions. Donc, ça a été ça, moi, ma vision qui a fait qu'à un moment donné, j'ai fait le saut, chose qui était la chose la plus épeurante de ma vie, là, honnêtement, de partir une entreprise. C'est sauter en bas d'une falaise, mais je le dis toujours à tout le monde, il ne faut pas avoir peur de faire ce premier pas. C'est le pas le plus difficile. On ne mourra pas, il va arriver des embûches et on va passer par-dessus ces embûches-là, une étape à la fois. Mais la partie la plus épeurante, c'est de faire le premier pas. Le cannabis, je n'ai pas parti ma première entreprise dans le cannabis, mais ça m'a rapidement amené. Je suis un producteur d'événements. J'ai parti le salon Aventure et plein air ici à la place, au Palais des Congrès. Et ce qui m'a amené au cannabis, en fait, c'est ma femme, parce que ma femme a parti Nature Médique. On l'a parti ensemble, mais parce que j'étais entrepreneur, je suis le gestionnaire de la clinique avec elle, mais j'ai vu une opportunité dans le marché. Puis
En tant qu'entrepreneur, je pense que c'est une des choses qui est importante, c'est de toujours être à l'affût des opportunités. Puis à un moment donné, on voit une opportunité. Moi, je suis un producteur d'événements, je faisais déjà des événements. On part une clinique de cannabis médicinal. Je lis, il faut lire beaucoup. Je lisais sur le cannabis, je lisais sur l'industrie du cannabis et j'ai rapidement réalisé qu'il y avait un manque au Québec. Il n'y avait pas de lieu de rencontre des gens qui travaillent dans l'industrie. Il y avait pas, le Québec n'était pas en lien avec le reste du Canada. On parle de l'industrie du cannabis. L'industrie du cannabis, c'est pan-canadien. On ne faisait pas partie de ça au Québec. Alors, je voulais mettre en lien les entreprises du Québec avec le reste du Canada et le reste du Canada avec le Québec. Je voulais aider les entreprises de l'industrie du cannabis à se rencontrer. Ça fait partie de ma mission en tant qu'entrepreneur. Mais c'est ce que j'ai fait. Excellent. Peut-être une question pour Yann. Est-ce que c'est facile, le marché du cannabis? Il n'y a aucune entreprise qui est facile à démarrer. Principalement, surtout dans le cannabis, beaucoup de gens pensent que c'est réservé à une élite de multimillionnaires qui ont des amis du parti. Mais moi, je peux vous dire que moi, j'en suis la preuve que ce n'est pas le cas. Je n'étais pas un multimillionnaire de ce monde, mais j'avais une vision et j'avais une volonté. Quand on dit « quand on veut, on peut », c'est ce qui fait un entrepreneur, selon moi. Quand on a une conviction, qu'on croit en ce qu'on veut faire, puis qu'on met l'énergie et le temps qu'il faut, ben oui, on est capable de réaliser tout ce qu'on veut dans la vie. Mais il faut avoir cette motivation-là. Ça a été un parcours qui a pris près de 5 ans. On parle que moi, ma demande a été déposée en septembre 2013 et on a obtenu la licence au mois de janvier 2018. Je ne vous dirai pas non plus que ça a été une partie de plaisir pendant 5 ans. Il y a eu des up and down, mais comme je dis, quand on croit en ce qu'on fait et on a une vision, il faut garder le cap puis aller de l'avant. C'est très important. Puis c'est ce qui démarque un entrepreneur. Excellent. Là, je vais aller avec des questions en ligne puis des questions dans la salle. Fait que préparez-vous pour dans la salle. En ligne, j'en ai beaucoup. C'est quasiment sûr que je ne poserai pas toutes les questions. Mais j'en ai une première. Avez-vous senti certains préjugés lorsque vous avez décidé de vous lancer en affaires? Bien, moi, honnêtement, je pensais être lapidée par les gens de ma région quand j'ai ouvert la clinique, puis pas du tout, finalement. Non, honnêtement, je m'attendais à avoir des détracteurs, puis il n'y en a pas eu. Peut-être parce qu'on est dans le médical, mais pour enchérir sur la question d'avant aussi, c'est que c'est plutôt les embûches. Je ne sais pas si c'est des préjugés, mais on se frappe à un stigma, ça c'est certain, même dans le médical. Ouvrir un compte de banque, c'est compliqué. Ça nous a pris 4 banques avant d'accepter que quelqu'un nous ouvre un compte de banque transactionnel, alors que le médical est légal. Trouver un local, c'est un défi parce que là, les gens te disent, ben là, il va y avoir des poteux qui vont débarquer dans votre bureau. Ben non, là, tu sais, non. Donc, tout est ardu. On ne peut pas annoncer sur YouTube, on ne peut pas annoncer sur Facebook, on ne peut pas ouvrir un compte Square, on ne peut pas ouvrir un compte Stripe. Fait que la réponse, c'est oui, c'est difficile. Il faut être motivé, hein? Excellent. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non. Alors, je continue avec... Oh, alors. Oui? On va juste répéter la question pour ceux qui nous suivent en web diffusion. Donc, M. Couture nous demande s'il y a des médecins qui travaillent à la clinique médicale. Exact. On a 6 médecins prescripteurs. Ce sont des médecins accrédités par le Collège des médecins. Ce sont des médecins du Québec. Donc, on en donne en différents points de service, à Magog, à Granby, à Montréal. Puis là, on est en train d'ouvrir 2 autres points de service en début de l'année. Fait que oui, ce sont des vrais médecins. Puis nous aussi, l'équipe qui travaille avec les médecins, ce sont des infirmiers, des infirmières spécialisées. Donc, qu'on a formé en cannabis, puis ça forme l'équipe qui soutient les patients. Excellent. Au niveau de la réglementation, que ce soit municipale, provinciale, fédérale, il y a quand même une grande variation, puis des fois, c'est pas clair. Comment vous faites en tant qu'entrepreneur pour
prévoir l'avenir? Peut-être une question pour Jean-Philippe. Bien, c'est drôle parce que justement, aujourd'hui, j'étais au téléphone avec Santé Canada par rapport à l'Expo Cannabis Montréal. Puis, tu l'as bien mentionné, tu as différents paliers. Peut-être pour moi, au niveau de l'événement Expo Cannabis Montréal, je n'ai pas de palier municipal dans la mesure où il n'y a pas de problème pour nous de produire un événement. Mais on a les deux paliers, donc gouvernement du Canada, fédéral et le provincial au Québec. Ce qui est assez particulier de la réglementation, puis de deux paliers aussi, en fait, ils viennent de l'écrire, la loi. Hein. Donc, la loi est écrite et comme je le dis souvent, les murs qui la gèrent, ce sont des murs d'interprétation. Alors, c'est comme ça qu'elle a été écrite. La loi, elle a été écrite de façon à ce qu'on puisse l'interpréter de toutes sortes de façons. Je me suis même déjà fait dire par deux différents paliers du gouvernement que leur intention, c'était d'écrire une loi qui était assez large pour que ça aille, ou les cas qui ne sont pas clairs aillent au niveau de la Cour, puis que ce soit les juges, finalement, qui tranchent, puis qui fassent la loi, en quelque sorte. Donc, la question, est-ce que c'est complexe? C'est très, très complexe, mais je pense que ça prend beaucoup de patience aussi. Puis il faut comprendre, j'essaie souvent de me mettre dans la peau du gouvernement puis des différents paliers qui ont besoin de mettre ça en œuvre. Je pense que ce n'est pas chose facile. Je sais que la volonté du gouvernement, en tout cas, au moins Santé Canada, à qui je parlais justement aujourd'hui, n'est pas de ralentir l'industrie avec une réglementation, n'est pas de l'arrêter non plus, c'est de l'encadrer. Il parle beaucoup en anglais, là, on parle en anglais, guidance, on parle beaucoup de guider les entreprises à être dans un cadre régi. C'est pas toujours clair, ce cadre-là, mais leur intention n'est pas de fermer ou de donner des amendes à pu finir. C'est plutôt de guider les gens. C'est sûr que si tu guides puis qu'à un moment donné, les gens font pas les choses comme il faut, même après quelques tentatives de bien guider, bien là, il va y avoir des choses qui vont s'imposer. Puis c'est la même chose avec le gouvernement du Québec. Puis une chose que je peux dire par rapport au Québec versus le Canada, ou en tout cas versus les autres provinces, c'est que bien que les gens se plaignent souvent qu'au Québec, c'est très restrictif, et se l'est. Et je pense que c'est normal de partir dans ce sens-là puis d'élargir par la suite. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que les têtes se mettent à sauter quand ça va être légalisé. Le cannabis, ce n'est pas du tout ce qui arrive. La vie continue telle qu'elle l'était avant. Mais, tu sais, c'est ça. Le gouvernement, ici, au moins, c'est relativement clair. On a 12 points de vente d'ouverts. Ils ne sont pas ouverts les lundis, mardi, mercredi, mais ça va revenir versus d'autres provinces où ce n'est pas encore clair, public, privé. Au moins, on est rendu à quelque chose, puis on est précurseur, puis on avance. Puis ça, je félicite le gouvernement d'être à l'avant-garde là-dessus. Good. Question en ligne, puis après ça, je vais aller dans la salle. C'est quoi les mythes que vous devez faire face le plus souvent, s'il y en a? Bien, je dirais un des mythes, c'est justement en médical, les gens s'imaginent pas que nos patients peuvent avoir 70 ans de moyenne d'âge. C'est vraiment une autre clientèle. Quand je dis ça aux gens, souvent, ils sont très surpris. Fait que c'est vraiment pas le type de consommateur de cannabis habituel. D'ailleurs, la plupart n'ont jamais touché à ça. La plupart nous disent, ben moi, je l'ai pas dit à mes enfants que j'étais ici. Puis, fait qu'il y a un gros stigma. Fait que ça serait, je pense, de distinguer qu'il y a vraiment ces deux marchés complètement différents. Donc, le marché récréatif versus le médical, oui. C'est deux marchés différents. Si vous me permettez, nous, chez Agrobiotech Emerald, on vit une autre réalité, l'embauche. On a des gens, nous, qu'on a embauchés, que c'est notre ma-tante qu'on n'aurait jamais vu dans ce domaine-là. Et elle est intéressée. Et vous lui posez la question... Ginette, est-ce que tu te voyais dans cette industrie-là il y a 6 mois? Et Ginette vous répondrait non. Aujourd'hui, Ginette, elle évolue chez nous. Ginette, en passant, c'est un nom fictif. Elle adore ce qu'elle fait, puis elle découvre un domaine qu'elle avait peut-être, il y a quelques années, beaucoup de préjugés. Présentement, le Canada, on est en train d'écrire des pages d'histoire mondiale. On est le premier pays du G7 à légaliser. On écrit les pages d'histoire et oui, le gouvernement a peut-être mis des guidelines un petit peu plus sévères pour le moment, mais c'est normal.
on décriminalise quelque chose qui a été mis comme étant le démon depuis des dizaines et des dizaines de décennies, qu'aujourd'hui, on dit aux gens, maintenant, c'est bien. Donc, il y a une éducation à faire. Puis je pense que ça, c'est une grosse réalité de notre domaine et qui en fait partie aussi du mythe, que c'est pas tout blanc et noir dans ce domaine-là. Il y a quelque chose, surtout au niveau médical, à apporter aux gens. Puis présentement, le fait de la légalisation va nous amener à des recherches et développements dans les 5 à 10 prochaines années. Beaucoup de découvertes vont être faites sur des bienfaits du cannabis, puis on va être le Canada, le premier pays à l'avoir créé. Puis ça, je pense que c'est un énorme précédent mondial. Parce que présentement, les gens focusent beaucoup sur le récréatif, mais moi, je peux vous dire qu'au niveau médical, présentement, on est à la pointe de l'iceberg de ce qu'on peut faire. Et voyez les prochaines années aller, vous allez voir tout ce qui peut être fait. Excellent. Question dans la salle? Oui? La question, c'est sous quelle forme vendaient les différents produits? Sur quelle forme se vendent les différents produits? Bien, premièrement, les cliniques ne vendent pas de produits. Ça, c'est important de distinguer. Les dispensaires sont techniquement illégaux au Canada, au Québec, pardon. Mais donc, on ne vend pas de produits, mais souvent, les producteurs accrédités de Santé Canada, où on va référer les patients, vont, je dirais que 80% des pathologies se traitent avec les huiles et les gélules. L'herbe séchée va être utilisée dans certaines pathologies comme migraine, sclérose en plaques, pour des cas spécifiques, mais la majorité vont consommer des huiles, puis c'est très facile à utiliser. Ça vient avec une pipette graduée qui permet vraiment de contrôler les dosages de façon très précise, puis c'est très facile à utiliser. Les gélules aussi, pour un patient qui a moins de dextérité, c'est un produit qui est disponible en médical. Ouais. Au niveau de l'huile, c'est un petit peu comme les sirops. Oui, exactement. Le processus dans le médical, quand le patient a sa prescription de cannabis médicinal, le pharmacien ne distribue pas le cannabis. Donc, le patient achète directement son produit du producteur, chez Emerald, par exemple. Exact. Donc, c'est comme ça que se déroule la distribution. Parce qu'il y a un monopole. Si vous me permettez de vous expliquer un petit peu le fonctionnement, c'est comme mes collègues l'expliquaient, vous consultez votre médecin vous fait une prescription, et nous, les producteurs, on est comme des pharmacies de marijuana. Donc, vous faites affaire, vous transigez directement avec nous. Vous nous envoyez une copie, l'original de votre prescription, ce qui est plus communément appelé le document médical. Suite à ça, nous, on valide le document autant avec la clinique médicale, on valide aussi que le médecin a toujours un droit de prescription, parce que ça, c'est important. Et suite à ça, bien, vous transigez directement avec nous. Et comme Mme Lett expliquait, bien, nous, on vend sous forme de fleurs séchées, sous forme de gélules, sous forme de compte-gouttes. Donc, tous les huiles, c'est beaucoup plus accessible pour l'ensemble de la population, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut inhaler nécessairement un produit. Donc, le fait de l'avoir sous huile, sous gélule, sous compte-gouttes, rejoint l'ensemble de la clientèle, des patients qui en ont besoin. Et le fait d'être une huile, bien, peut être appliqué de façon topique, peut être pris de façon orale. Donc, encore une fois, ça rejoint encore plus de pathologies, la transformation que la fleur séchée. Excellent. Il y avait une question à l'arrière, madame. Ça fait quelques minutes, ça avait un peu un lien avec ce que M. disait un peu plus tôt. On lisait dans les actualités, dans les dernières semaines, derniers mois, que le marché au Québec serait en retard par rapport au reste du Canada et que peut-être, en tout cas, ce qui ressortait, c'est que peut-être parce que les gouvernements avaient eu un manque d'intérêt, en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai lues. Est-ce que vous constatez ce retard et est-ce que vous voyez une volonté des gouvernements de le rattraper ou du moins d'embarquer dans Bien, oui, à la dernière partie de la question, je pense que le gouvernement a tout à fait intérêt et souhaite rattraper le train. Faut comprendre aussi que le récréatif a suivi l'industrie du médical. Au Québec, il y avait très peu d'utilisateurs médicaux versus, par exemple, l'Ontario, où il y en avait beaucoup plus. Donc, quand est venu le temps de donner des licences à des producteurs accrédités, on est parti de ce marché-là. Donc, il y avait beaucoup plus de demandes en Ontario parce qu'il y avait plus de demandes de patients, donc
Ça s'est balancé de cette façon-là. Est-ce que il peut y avoir plusieurs raisons aussi pour lesquelles au Québec, on a moins de producteurs? C'est une question d'entrepreneurs. Il faut que les entrepreneurs décident de le faire. Il faut qu'ils s'embarquent. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ont été plus rapides dans d'autres provinces, peut-être? Mais l'information aussi, ici, moi, souvent, on est un peu insulaire au Québec versus le reste du Canada anglais, puis même des États-Unis. C'est légal aux États-Unis, dans certains États, ça a été entendu plus en anglais au reste du Canada. Est-ce que ça a eu un impact aussi? Puis ensuite de ça, bien, en retard certainement sur l'information, en passant, une expo comme celle que j'ai produite à la Place Bonaventure, ça fait des années que ça existe dans d'autres provinces. Puis s'il n'y en avait pas, mais on s'organise, on le fait. Puis le temps va se rattraper assez vite. Je pense que dans quelques années, on ne parlera plus de ça, personnellement, mais peut-être que... Tout à fait. Je partage très bien ce que M. Turgeon vient de dire. Oui, à la base, Santé Canada, c'est peut-être basé sur les bassins de population de patients. Mais présentement, je peux vous dire que le Québec, donnez-nous 1 an, puis on va rattraper le temps perdu. Si on prend exemple, nous, chez Emerald, autant Emerald Québec que Emerald en Colombie-Britannique, d'ici 3 ans, Emerald devrait être devrait détenir le plus grand site de production de cannabis en Amérique du Nord. Présentement, en Colombie-Britannique, on possède un site de 1,1 million de pieds carrés qui est utilisé présentement à 50 %. Et dans les prochains 2 ans, 3 ans, bien, on va totaliser, parce que c'est 1,1 million de pieds carrés dans un site qui totalise 5,3 millions de pieds carrés de serre. Lorsque le gouvernement Trudeau a annoncé la légalisation au niveau récréatif, Emerald a été le premier producteur au Canada à faire une entente avec Village Farm, qui est le complexe de 5,3 millions de pieds carrés, pour le transformer au complet en production de cannabis. Donc, oui, dans les prochains mois, semaines, ça s'en vient. Il y a beaucoup d'autres projets de producteurs qui s'en viennent ici au Québec. Il y en a plusieurs qui sont présentement en construction. Puis comme on disait, ça s'en vient. Inquiétez-vous pas pour le Québec. Puis au Québec, on a une très bonne expertise au niveau qualité de produits. Il y avait madame, dans le fond, oui. Oui, je m'intéresse à la partie personnelle. Les infirmières ou infirmiers, comment ils font pour se spécialiser dans les soins? Donc, comment que les infirmières... Non, c'est une excellente question. Oui, pour la web-diffusion toujours. Donc, comment les infirmiers et les infirmières peuvent se spécialiser dans ce domaine-là? Très bonne question. Puis je vous dirais les médecins aussi, parce que bien que le Collège des médecins autorise la prescription, il n'y a pas de formation qui est donnée. Au niveau des médecins, ça se passe un peu par parrainage, je dirais. En fait, nous, on a développé une formation pour les médecins qu'on donne. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait cette formation-là, ils passent une journée avec un médecin prescripteur déjà. Fait que ça se passe un peu comme dans le bon vieux temps, là, d'un médecin à l'autre. Ils se transmettent un peu leurs connaissances. Pour ce qui est des infirmières, c'est la même chose. Compte tenu qu'il n'y avait pas de formation qui existait, nous, on a créé une formation pour les professionnels de la santé. Notre équipe a d'ailleurs formé l'Ordre des infirmières, les pharmaciens Proxim, Uniprix, puis plusieurs cliniques médicales. Donc, la réponse, c'est qu'il faut la bâtir. On a travaillé nos formations avec, évidemment, tout ce qui est disponible via le Collège des médecins, le Centre de santé McGill, dont nous sommes partenaires, mais aussi avec les producteurs, parce que les producteurs, ils connaissent très bien leurs produits. Ils ont beaucoup de recherches. Ils ont souvent des scientifiques à l'interne, des médecins qui travaillent avec eux. Donc, on a aussi bâti avec les producteurs du milieu là, cette formation-là. Monsieur? Est-ce qu'avec la légalisation et avec votre clinique, on peut avoir des témoignages de gens qui sont guéris et puis avoir des publications scientifiques pour prouver ça? Donc, oui. Donc, dans le passé, on a vu des cas de personnes qui avaient été guéries de façon miraculeuse. Donc là, est-ce qu'il va y avoir des témoignages de personnes qui ont été guéries avec votre clinique? Ouais. Donc, puisque ça va, que c'est rendu légal, est-ce qu'on va en parler plus des cas cliniques là, qui sont prouvés?
Oui, bien, c'est intéressant. Il y a des cas miraculeux, effectivement, un peu partout dans le monde qui sont expliqués. C'est sûr que la plupart des cas, c'est des observations cliniques, pas nécessairement des données scientifiques. C'est pour ça que les médecins, parfois, sont frileux. On fait toujours attention, en tant que clinique médicale, à l'aspect curatif du produit pour gérer les attentes. Puis parce que, justement, ce qu'on a, c'est des données, des observations, c'est pas nécessairement des études scientifiques. Alors, on va plutôt parler comme, par exemple, pour le cancer. Quand les patients m'appellent, je leur dis jamais que ça va guérir leur cancer. Je leur dis que ça peut gérer les effets collatéraux de la maladie ou du traitement. On peut gérer la douleur, l'anxiété, le sommeil, l'appétit, la nausée. Fait que, on le voit plus comme ça. Ceci dit, avec la légalisation, moi, je pense qu'il va y avoir une accélération des recherches sur le cannabis médicinal. On le voit d'ailleurs. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, les patients commencent à pousser sur leurs médecins. Alors là, les médecins, maintenant, c'est rendu qu'ils appellent chez nous et ils disent, bien là, OK, comment je prescris parce que là, j'ai beaucoup de demandes. Fait que là, ça oblige une ouverture. Fait que ça, c'est intéressant de voir ça. Ça se transforme dans le marché. Excusez-moi, mais je vais juste rajouter, monsieur. Oh, monsieur, excusez, je vais juste rajouter qu'il y a le centre de santé McGill, qui a le registre du cannabis du Québec. C'est ça, bon, mais ils ont atteint leurs 3000 patients dans lesquels ils voulaient faire la recherche. Donc, les résultats de cette recherche-là, qui devrait être la plus grande au Québec, devraient sortir sous peu. Si vous me permettez, un beau petit documentaire que vous pouvez voir sur Internet, c'est Charlotte Webbs. Charlotte était une petite fille de 6 à 10 ans qui faisait en moyenne une dizaine de crises épileptiques par jour. OK? 300 par semaine. OK. Elle est passée de 300 par semaine à moins d'une crise par année en étant traitée avec le CBD et ils ont coupé une très grande partie de sa médication. Une des premières applications qui a été faite avec le cannabis a été avec l'épilepsie. Faites des recherches vite sur Internet et vous allez trouver beaucoup d'études qui ont été faites avec l'épilepsie et le CBD. Merci. Et monsieur à l'arrière? D'abord, oui. D'abord, une première question rapide pour monsieur des productions de Jurassique. Donc, vous faites de l'agriculture hydroponique, j'imagine, de différentes souches de cannabis ou seulement avec une souche particulière? Et ma question est de savoir quel genre de produits vous vendez sur le marché. Et en fait, finalement, la question est quel est le rapport THC-CBD de vos produits? Pour répondre à l'ensemble... Ouais, je vais résumer la dernière question, qui est quel est le taux de THC et de CBD des produits de monsieur, sachant qu'il y a peut-être plusieurs sources. Exact. Premièrement, nous, dans le groupe Emerald, on ne produit pas seulement qu'il y ait une seule variété. On détient plus de 75 variétés différentes. Oui, vous avez bien compris, plus de 75. On ne les pousse pas tous en même temps, naturellement. On a des génétiques là-dedans qui sont ciblées plus pour le récréatif, plus pour le médical. On a des génétiques à haute intensité, à faible intensité, qui vont rejoindre l'ensemble des pathologies des patients. Nos produits, comme j'expliquais tantôt, se retrouvent sous forme fleurs séchées et transformation d'huile. C'est sûr que les transformations d'huile sont de plus en plus populaires parce qu'ils rejoignent un plus grand bassin de clientèle et de patients. Mais effectivement, nous, on évolue dans plusieurs génétiques, autant des génétiques Indica, Sativa, des 50-50, des génétiques qui sont à moins d'1% de THC seulement qu'à CBD. Ça, c'est plus des génétiques qui vont s'appliquer au niveau médical. On a aussi des génétiques qui sont à taux égal THC-CBD. Donc, il va se retrouver, exemple, 10% de CBD, mais vous allez avoir aussi 10% de THC. Donc, on a vraiment un panel de choix chez Emerald qui va rejoindre l'ensemble des clients et patients, tant au récréatif qu'au médical. Je ne suis pas un scientifique du domaine, mais CBD, c'est peut-être plus médical. THC, c'est là qui donne des effets? Bien, le THC est l'effet narcotique. Le CBD est plus l'effet anti-inflammatoire. Le CBD est probablement un des futurs gros inflammatoires du domaine médical. Grosso modo, c'est comme ça qu'on pourrait catégoriser les deux principales molécules. Merci. Une autre question? Justement, il y a un aspect du
c'est pas du cannabis, c'est du chanvre. Et le chanvre, ça fait 20 ans au Canada que c'est légal, mais ça fait seulement depuis le 17 octobre qu'on a le droit d'utiliser la fleur et la feuille de cette plante-là après 20 ans, finalement. Puis ça, justement, c'est une ressource, c'est de l'or vert, finalement, c'est une ressource médicinale incroyable parce que quand il y a moins de THC, il y a naturellement plus de CBD. Exact. Donc, quand vous dites des variétés qui ont moins d'1% de THC et plus de CBD, plus médicinal, le chanvre industriel, ça rentre là-dedans, mais c'est géré par des lois complètement séparées. Puis souvent, ça se mélange. Le gouvernement n'a pas donné énormément de licences la première année pour utiliser cette ressource-là. Puis c'est des grosses compagnies pharmaceutiques de cannabis médicinal qui les ont, ces licences-là. Je me demandais, on en parle rarement, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire sur oui, bien, sur le chanvre, présentement, il y a beaucoup de producteurs de chanvre qui veulent faire la transition du textile à aller à l'extraction de CBD parce que oui, effectivement, les souches de chanvre qui sont cultivées détiennent quand même une bonne teneur en CBD, non pas de THC. Donc, présentement, il y a plusieurs producteurs, comme j'explique, qui songent réellement à faire la transition de textile à l'extraction d'huile parce que... Exact. Autant alimentaire, textile, tout ce qui était fait précédemment avec le chanvre, bien là, les gens veulent faire la transition. Si je prends un exemple, beaucoup de gens nous ont approchés, nous, en nous disant vos résidus végétaux qui pourraient être utilisables. Nous, on ne peut pas les revendre dans le domaine du alimentaire ou textile comme le chanvre parce qu'il y avait pas présence de la molécule du THC. À l'inverse, un producteur de chanvre n'utilise pas ces génétiques-là. Donc, apporte un plus-value. Et oui, de plus en plus de producteurs veulent faire la transition vers l'extraction. Puis, c'est qu'ils peuvent le faire à plus grande masse. Et comme j'expliquais tantôt, bien, le CBD, c'est la molécule qui est plus utilisée au niveau médical. Donc, ça va apporter une plus grande source de produits via les producteurs de chanvre. Excellent. On va retourner en ligne. Question, au niveau de l'affichage, la loi est plus ou moins claire. Comment faites-vous pour vous distinguer? L'affichage. Je vous laisse commencer. Bien, on ne fait pas d'affichage. Oui, mais c'est médical. Bien, justement, j'allais dire, c'est sûr que dans ce marché-là, c'est très réglementé, la publicité et la promotion. Puis, c'est toujours, en passant, les deux paliers de gouvernement, là, que ce soit fédéral ou provincial, c'est toujours dans l'objectif. Il y a 3 objectifs clairs par rapport à ça. C'est moins de 18 ans. Là, au Québec, ça va peut-être monter, mais ils veulent s'assurer que la publicité, évidemment, ne touche pas personne qui a moins de 18 ans. Ils veulent s'assurer que ça ne fait pas la promotion, une promotion lifestyle, donc on dise que c'est bon de consommer du cannabis. Puis, il faut toujours que les risques associés à la consommation de cannabis soient indiqués. Bref, tout ça pour dire que c'est très, très complexe, la promotion et le marketing. Donc, évidemment, vous comprendrez que tout le monde se tourne vers des choses beaucoup plus organiques, des façons de parler aux consommateurs organiques, les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est complexe, mais on peut faire certaines petites choses. Mais ensuite de ça, c'est les relations de presse. Nous, les relations de presse ont joué un énorme rôle dans le succès de notre entreprise. Véronique étant une auteure reconnue, là, elle vient de publier, je vais faire ma petite plug, elle vient de publier le premier livre québécois francophone sur le cannabis médicinal avec Québécois. Donc, c'est sûr que ça fait de la visibilité. Les médias, on reçoit Véronique en entrevue. On fait parler de nous de cette façon-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Mais la question est bonne parce que j'ai fait une campagne d'affichage pour promouvoir le livre. Puis à tout moment, je me dis, est-ce que je vais recevoir un avertissement comme quoi je ne peux pas faire ça? Parce que c'est tellement pas clair que même les avocats de Québécois, ils sont pas sûrs. On se demandait, bon, c'est-tu de la promotion du cannabis? C'est-tu de l'information? C'est mon histoire? C'est-tu un témoignage? Est-ce que, tu sais, je ne suis pas une productrice de cannabis, mais je suis une propriétaire de clinique médicale? On ne le sait pas, fait qu'on s'est dit, ben on va le faire. Puis si jamais on se fait taper ses doigts, ben on va réajuster la campagne en conséquence. Fait que on navigue un peu dans la zone grise, mais je pense que comme mes collègues ici, on se dit, ben si on attend que ce soit clair, on ne fera rien. Fait qu'on aime mieux avancer puis se faire dire, ah ben non, vous ne pouvez pas. OK, fait qu'on s'ajuste, puis au moins on fait avancer l'industrie, puis on peut travailler dans ce domaine-là, sinon il ne se passerait rien.
Si vous me permettez, nous, en tant que producteurs, ben, c'est sensiblement identique à les règlements pour le tabac. On ne peut pas, nous, exemple, sur nos sites Internet, montrer une plante, montrer une fleur. Un média qui vient visiter nos installations, eux, peuvent le filmer. Nous, on ne peut pas le faire. Et tout ce qui est mon packaging, je ne peux pas non plus mettre une simple feuille comme ça. Je n'ai pas le droit. C'est vraiment la même réglementation que le tabac. Puis si vous êtes allé vous promener un peu dans les succursales de la SQDC, bien, vous avez pu remarquer que l'emballage est très similaire à l'emballage du tabac. Donc, comme M. Turgeon le mentionnait, très important pour nous que ce soit stipulé que c'est interdit au moins de 18 ans. Les mises en garde que ce n'est pas un produit à consommer sans modération et l'information sur la contenance du produit au niveau THC, CBD. T'sais, nous, tous nos produits doivent être analysés de la même façon, que ce soit médical ou récréatif. On est régi par les mêmes obligations des pharmacopées des grosses compagnies pharmaceutiques. Donc, encore une fois, la publicité, pour nous, c'est zéro. On ne peut, tu sais, je prends une comparaison avec Pfizer. Pfizer peut faire de la publicité sur ses produits, sur son Viagra. Bien, moi, je ne peux pas, même pour ce qui est médical, faire quelle que soit publicité. Je ne peux même pas remettre des flyers avec une petite feuille, quoi que ce soit. C'est vraiment tolérance zéro. Et ce qui est dommage, c'est que comment on peut informer les clients, les patients. C'est là aussi que ça devient un petit peu difficile pour nous en tant que producteurs de faire connaître nos produits et les bienfaits de nos produits. Excellent. On commence à dépasser dans le temps, mais comme on a commencé en retard puis il n'y a pas de conférence par la suite, je propose de continuer. Autre question sur quelqu'un au Québec. Est-ce vrai qu'il fallait être dans le marché en 2013 pour frapper un coup de circuit? Faudrait être un petit peu. Est-ce que c'est possible de clarifier un peu la question d'être dans le marché? Parce qu'on s'entend qu'en 2013, on est dans un marché complètement illégal. Au niveau médical, c'était légal. Comme j'expliquais tantôt, ben, je suis une des preuves que ce n'était pas réservé à une élite de multimillionnaires et de gens avec des contacts au niveau politique. Moi, je n'avais aucun contact politique. Je n'étais pas un multimillionnaire de ce monde. C'est sûr que oui, j'ai été au bon moment, au bon endroit. Comme on dit des fois quand les astres s'alignent. J'ai été dans les premiers à envoyer des demandes à Santé Canada. On a cheminé avec Santé Canada et on a obtenu notre licence. Donc, ce n'est pas réservé à une élite, mais il faut avoir une volonté en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment ça mon message que je pourrais vous donner. Oui. J'ai entendu ça beaucoup, moi aussi, dernièrement. Les gens pensent qu'il est potentiellement trop tard pour embarquer dans l'industrie du cannabis. Je ne sais pas d'où ça vient, là, mais on est encore au balbutiement de tout ça. Là. Oui, il y a un avancement, il y a des gens qui ont déjà réussi, mais l'industrie est énorme. C'est encore le début, puis il y a de la place en masse. Let's go, les entrepreneurs. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions, est-ce que l'État vous impose des conditions quant à la production au niveau écologique, au niveau énergétique, au niveau... Est-ce que l'État vous impose des conditions au niveau écologique, énergétique? Au niveau État, on est régi vraiment où ce qu'on a des barèmes à suivre, c'est au niveau du contrôle de qualité. Après ça, le gouvernement n'est pas là pour nous dire comment faire nos installations et comment cultiver. Ça, c'est libre à chaque reproducteur d'établir sa méthode. Mais où on est vraiment régi, c'est au niveau du contrôle de qualité. Comme j'expliquais, nous, on doit se référer aux mêmes documents de pharmacopée des compagnies pharmaceutiques. Donc, au niveau des agents microbiens, métaux lourds, pesticides, nous, on est encore plus limité dans les sortes de pesticides qu'on peut utiliser. Nous, chez Agrobiotech, on n'utilise pas de pesticides pour les insectes. On utilise ce qu'on appelle des insectes prédateurs qui vont éliminer, et ce qui est grandement utilisé en agriculture. Donc, vraiment, c'est vraiment au niveau du contrôle de qualité. Le produit doit respecter les exigences du gouvernement. Puis présentement, c'est vraiment une des seules exigences, autres que la publicité. C'est quoi votre vision du marché dans 2 ans, 3 ans, 5 ans?
Bien, au niveau médical, c'est sûr que ça va évoluer beaucoup. En fait, le plus grand changement qu'il pourrait y avoir, je pense, c'est si les produits sont distribués en pharmacie. Tu sais. On sait que les pharmaciens, tout d'un coup, au début, ils étaient très fermés, puis là, ils commencent à s'y intéresser puis à réclamer leur place. Donc, ceci dit, ça va être long avant que ça s'organise, mais c'est un des changements que je vois pour le médical, entre autres. Vas-y. Bien, c'est sûr que pour nous, comme j'expliquais tantôt, on est principalement présentement à la pointe de l'iceberg. On débute quelque chose. Donc, les 3 à 5 prochaines années vont être des années d'explosion du marché. Et comme M. Turgeon l'expliquait, oui, il y a toujours de la place pour tout le monde. Il va toujours en avoir. C'est ce qui fait la libre concurrence. Et éventuellement, ce marché-là, oui, présentement, c'est un gros boom, le récréatif. Le médical va reprendre ses lettres de noblesse dans les mois et années qui vont suivre parce que les recherches et développements qui vont être autorisés maintenant, dû à la légalisation, vont faire le gros du différence. C'est ce qui va aider à développer un marché de cette plante-là. Et on en est vraiment à la pointe de l'iceberg. C'est quoi quelle place peut occuper le Québec par rapport au marché mondial? Quelle place? Bien, premièrement, on va prendre une grande place parce qu'on est, encore une fois, on est le premier pays, en fait, du G7, le deuxième au monde à légaliser. Le Québec fait partie de ça. Je ne pense pas qu'on peut sortir le Québec du Canada dans le cas du cannabis. C'est une industrie qui est pan-canadienne. Le Canada, incluant le Québec, va prendre, je pense, une grande place à l'international. On est les premiers joueurs. Notre expertise va être en avant de celle de tout le monde. Le Québec, peut-être, cela dit, moi, je dirais plutôt le Québec versus le reste du Canada, comment on peut peut-être se démarquer. Puis je pense qu'un peu comme le reste de nos industries, on est des communautés très créatives, je pense. Je pense qu'on va voir des entreprises et des produits. Je pense qu'on va voir beaucoup de créativité dans le cannabis venir du Québec. Alors, je pense que c'est une des façons qu'on va sortir du lot. On sait aussi qu'il y a des producteurs, je parle plus pour les producteurs de cannabis, mais qui ont des grandes capacités de production ici au Québec. Entre autres, je pense à Neptune, à Sherbrooke, qui attend sa licence. Puis ailleurs, un peu partout, là, il y a des terres qui sont en transformation. Puis ce qu'on entend, c'est que le Québec aurait le potentiel de fournir la planète en capacité quasiment. Donc, je pense que si on voulait, on pourrait occuper une très grande place. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je partage cette opinion-là. Puis en plus, c'est qu'ici au Québec, on a une très grande expertise au niveau professionnel de la santé. Si on prend juste dans le parc industriel de Ville-Saint-Laurent, le nombre de compagnies pharmaceutiques, de sièges sociaux de compagnies pharmaceutiques qui sont ici, je pense que pour le Québec, dans le Canada, c'est ce qui va aider le Québec à se démarquer, surtout au niveau médical, via l'ensemble des professionnels qu'on a, des instituts de recherche, les protocoles de recherche comme le protocole de recherche de l'Université McGill va aider à ce que au rayonnement du Québec dans ce grand Canada. Et notre expertise est connue mondialement au niveau pharmaceutique. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, je pense que le Québec va être capable de prendre une très belle partie du marché et de bien rayonner à l'international. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. J'aurais une question un peu originale. C'est est-ce qu'il y aurait, avec les huiles, un intérêt gastronomique? Ça va être pour moi. Parce que... Oui, c'est ça. Cuisiner le beurre et l'huile de cannabis. Alors, oui, mais on sait que les comestibles vont être la prochaine ruée vers l'or, là, qui va se passer dans les prochaines années. Puis, effectivement, il y a beaucoup de potentiel à cuisiner le cannabis, que ce soit à des fins récréatives responsables ou à des fins médicales. Et puis, définitivement, encore aujourd'hui, on ne peut pas vendre des produits comestibles, mais on peut enseigner. Comme au niveau médical, on donne des ateliers de cuisine. Le livre peut parler des méthodes pour le faire. Mais c'est ça. C'est juste qu'on attend les règles du comestible et tout ça vont être définies plus dans un an. Fait qu'on ne sait pas ça va être quoi, quand, comment, qu'est-ce qui va être possible de faire. Mais vous le voyez, les grosses entreprises s'organisent par rapport à tout ce qui est
comestibles. Donc, il va y avoir des gros joueurs, mais en même temps, comme on le disait un peu plus tôt, il y a toujours de la place pour des petits joueurs. C'est comme la bière, il y a des grandes bières, puis il y a les microbrasseries. Ça va être pareil dans le cannabis, des grands producteurs, des petits joueurs aussi avec des produits différents. C'est pas différent du marketing des autres industries. Il faut juste trouver le bon produit puis la bonne niche. Si vous me permettez, le principal défi aussi au niveau culinaire, c'est ce qui va se retrouver en magasin, que ce soit différent. On ne veut pas avoir des petits jujubes, des petits nounours qu'on achète pour nos enfants, que nos enfants pourraient tomber là-dessus. Je suis père de famille, je suis producteur, puis la dernière chose que je voudrais, c'est qu'un de mes enfants tombe sur une de mes transformations. Donc ça, c'est le plus grand défi, de voir à ce que cette transformation culinaire-là soit différenciée de ce qui est pour le commun des mortels. Puis ça, c'est principalement, je pense, le gros du défi du gouvernement, d'en arriver avec une législation pour que ce soit vraiment clair, la différence entre ce qui contient du cannabis et ce qui n'en contient pas, et que ce ne soit pas accessible à des enfants. Madame? Oui, peut-être une question, c'est juste ensuite sur Jean. Mais de ce que j'ai compris, c'était la première Expo Cannabis, donc je voulais savoir quel est votre niveau de satisfaction, quels ont été les échos, et est-ce que ça reviendra pour d'autres éditions, même si je me doute de la réponse? Donc, au niveau d'Expo Cannabis, comment ça a été la première édition et est-ce qu'il y aura d'autres éditions dans le futur? Oui, bien, ça a été au-delà de nos attentes, honnêtement. Il y avait beaucoup de gens curieux, mais c'était un show, c'est un B2B, c'est un trade show, donc c'est un salon pour l'industrie. Des salons pour l'industrie, c'est limité dans la mesure où c'est des gens de l'industrie qui viennent. Nous aussi, mais ça nous a prouvé à quel point il y a de l'intérêt pour l'industrie. Il y a déjà des gens organisés au Québec, l'industrie. J'ai eu des gens des États-Unis, de l'Europe, du reste du Canada qui sont venus comme visiteurs et comme exposants aussi. Mais ça a été vraiment au-delà de nos espérances. Ça a très, très bien été. Et oui, on revient l'année prochaine. C'est l'année prochaine, 3-4 octobre. En fait, on s'est trompé tout à l'heure dans ce qu'on a dit. C'est 26-27 qu'on l'avait fait cette année. L'année prochaine, 3-4 octobre 2019. J'espère que je donne la bonne date. À suivre, sur Internet, Expo Cannabis. Ça va nous faire plaisir, nous, chez Emerald, d'être présents. Peut-être une dernière question qui nous vient d'Internet. Est-ce qu'on va voir des cafés comme à Amsterdam? I wish. Non, mais sérieux, en fait, me lancer avec la clinique, c'était ça mon idée. Je voulais faire un petit coffee shop. J'avais d'ailleurs ouvert l'atelier C à Magog, C pour cannabis. Puis quand j'ai compris que le gouvernement garderait le contrôle puis que j'étais trop proche d'une école, j'ai renoncé à mon projet puis je me suis réorientée. Mais je dirais oui, parce que... J'espère, je ne sais pas. Je trouve qu'on est très, très, très encadré ici. Il y a des bons côtés à le faire. En même temps, on infantilise un peu les gens, je trouve, moi. Puis si on regarde ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas dire que le taux de criminalité est plus élevé parce qu'il y a des coffee shops de cannabis. Puis je pense surtout que ça laisserait beaucoup de place à des petits entrepreneurs. Puis je fais un appel aux femmes dans la salle. Aujourd'hui, je suis très féministe. J'espère que les femmes vont se lancer dans l'industrie du cannabis. Puis s'il y a une place où les femmes aux États-Unis sont ultra performantes, c'est dans tout ce qui est cuisine, comestible, coffee shop, alors, et médical. Alors, j'espère qu'on aura une phase où on pourra avoir d'émergence des femmes entrepreneurs dans ce milieu-là. J'espère. Excellent, merci beaucoup. On pourrait peut-être résumer ce qui s'est dit aujourd'hui en parlant que c'est un nouveau marché. Il y a de la place, il va probablement avoir de la place pour beaucoup d'initiatives dans ce marché-là. On est peut-être dans la pointe de l'iceberg au niveau médical. Là, on a un buzz au niveau récréatif, mais il y a peut-être, comme vous avez dit, peut-être le médical va reprendre ses lettres de noblesse dans les prochaines années et le Québec devrait être en mesure de bien se positionner au niveau mondial. Pas si ça résume, c'est bon. Et Expo Cannabis revient. Et on a un livre. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.